Bonsoir à tous, je vous remercie d'être venus à Saint-Denis déjà ce soir pour cette première conférence d'une série de 3. Le carême, vous le savez, est un temps essentiel de la vie chrétienne durant lequel nous accompagnons ceux et celles qui pensent à devenir chrétiens par le sacrement d'initiation qui seront baptisés durant la vigile de Pâques. C'est un temps où du coup nous-mêmes déjà baptisés, nous reprenons conscience de notre baptême, de tout ce qu'il implique dans nos vies et de ses fruits. C'est également donc un temps de formation, un temps où nous essayons de prendre conscience de la vigueur de notre foi chrétienne, de ses implications dans toutes sortes de domaines de la vie habituelle, de la vie sociale en particulier. Cette année, nous avons voulu qu'il y ait 3 conférences de carême sur un même thème. Le thème étant un christianisme pourtant, TEMPS, mais ça pourrait être aussi TANT, tellement, mais mettons, on a pris l'orthographe TEMPS, un christianisme pourtant de rupture. Comment les chrétiens, les baptisés que nous sommes, se rendent-ils capables d'accompagner les ruptures qu'il y a nécessairement dans toute existence humaine? Des ruptures, par exemple, qui tiennent à la santé. On est en bonne santé, ou en tout cas on le pense, et tout d'un coup, la maladie vous tombe dessus. On attrape quelque chose de lourd qui bouleverse complètement votre existence. Et tout change. Le rapport au temps, le rapport même à l'espace, on est tout à coup confiné dans une chambre. Tout d'un coup, tout devient plus difficile. Comment sera-t-on capable d'accompagner ces situations-là? Ou bien encore des ruptures plus décisives, celles qui touchent au deuil, à la mort, décisives pour la personne elle-même, décisives pour ses proches. Il y avait quelqu'un qu'on aimait, qui nous aimait, et voilà qu'il est parti. Il y a le sentiment du vide, de l'absence. Cela aussi est une fameuse rupture. Les ruptures qui touchent aussi à la vie familiale. On était un ménage avec des enfants, et ça allait bien. Et voilà que tout à coup, on ne sait pas trop pourquoi, ça s'est déglingué, et puis que le ménage s'est séparé, que les enfants sont peut-être ballottés d'un côté à l'autre. Tout change. Il faut refaire, reconstruire, recomposer sa vie. Comment fait-on quand on est chrétien? Non pas pour juger ces situations, mais pour les accompagner dans la foi. Des ruptures économiques aussi. On avait un travail, on avait par exemple consenti à des emprunts pour payer sa maison, parce qu'on travaillait à 2, etc. Et puis voilà que, eh bien brutalement, on est privé de son travail parce que l'entreprise a délocalisé, qu'elle a mis au chômage une partie du personnel, et qu'on se retrouve avec moitié moins de revenus, qu'il faut peut-être revendre la maison qu'on n'a pas fini de payer, que l'on est dans une situation précaire tout à coup. Comment fait-on? Comment fait-on pour traverser cela et comment les chrétiens se rendent-ils capables d'accompagner ce genre de situation? Des ruptures économiques, donc, sociales, des ruptures politiques aussi. Il n'y a pas besoin de faire un dessin en Belgique, hein. Nous sommes un pays qui n'en est pas avare de ruptures politiques. Et nous ne savons pas du reste très bien comment cela va tourner. Est-ce qu'on sera encore la Belgique d'ici 10 ans, 15 ans, 20 ans, ou bien est-ce qu'il y aura une République de Flandre et un royaume de Belgique résiduel? On ne sait pas très bien tout cela. Comment nous rendons-nous capables comme chrétiens de vivre ces bouleversements politiques qui sont notre environnement, notre vie? Nous sommes des citoyens. Mais comment nous rendons-nous capables d'accompagner cela comme chrétiens? Voilà le thème général de ces 3 rencontres. Quel christianisme pour des temps
de rupture. J'ai demandé à 3 spécialistes de spécialités différentes de venir traiter, chacun à sa façon, cette unique question. Un philosophe, une théologienne, un homme politique. Je les ai sollicités parce que leurs compétences sont partout reconnues, d'une part, et d'autre part aussi parce que ce sont des chrétiens. Et que donc, ils vont pouvoir nous dire comment eux, à partir de leurs compétences, mais comme chrétiens, envisagent de rencontrer ces situations difficiles. Nous aurons la semaine prochaine la joie de recevoir Lita Basset, qui est une théologienne protestante suisse et qui parlera des ruptures, notamment du deuil, qu'elle a vécu elle-même dans sa vie. Elle en parlera comme bibliste, comme théologienne. Et dans 15 jours, nous aurons la joie et l'honneur de recevoir Mark Eyskens, ministre d'État, qui fut longtemps chez nous Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, etc., enfin qui connaît par cœur la politique de notre pays, mais qui est avant tout aussi un chrétien. Et ce soir, nous avons la joie et l'honneur de recevoir Michel Dupuis, que je connais depuis longtemps, parce que je vais vous le dire tout de suite, c'est mon beau-frère. Alors nous avons quelques connivences, évidemment. Sa sœur, non, ma sœur et sa femme, et ses enfants sont mes neveux. Oui, c'est mon beau-frère. Donc, Michel est philosophe de formation et de métier. Il est l'auteur d'une thèse très belle sur le grand philosophe Emmanuel Lévinas, qui fut un des grands philosophes du XXe siècle. Il enseigne, il est professeur ordinaire à la faculté de philosophie et à la faculté de médecine de l'Université catholique de Louvain, et il enseigne aussi, il est professeur à la faculté de philosophie, je crois, de l'Université de Liège. Il est le vice-président du comité consultatif d'éthique de Belgique, car il enseigne essentiellement les questions d'anthropologie, de morale, et à ce titre, il accompagne la formation des futurs médecins à la faculté de médecine ou des gens qui cherchent à obtenir une formation dans le paramédical. C'est quelqu'un donc qui connaît très bien les questions qui sont liées à la complexité de certaines situations qu'on qualifie quelquefois en gros de bioéthique, les questions qui sont liées au début de la vie, à la fin de la vie, les questions de l'accompagnement des personnes en fin de vie ou de l'accompagnement des personnes qui ont quelquefois des difficultés pour les bébés en début de vie. C'est quelqu'un qui accompagne les soignants. Il n'est pas seulement un professeur ex cathedra, mais il a l'habitude de rencontrer des publics qui sont aux prises avec des réalités difficiles dans leur vie professionnelle, dans leur vie quotidienne. Parmi tous les titres qu'il m'a demandé de mentionner ce soir, ce que je fais bien volontiers, il m'a dit aussi de vous rappeler qu'il possédait son permis de conduire. Ce que je fais. Merci beaucoup. Voilà, donc je le laisse maintenant parler. Et je le remercie de tout mon cœur, parce que je connais ses qualités, d'avoir accepté dans un agenda qui est, je le sais aussi, très chargé, de distraire, comme on dit, une soirée pour nous, ce soir, pour nous aider à grandir dans la foi. Merci Benoît. Merci beaucoup Benoît. Merci à chacun de vous de m'accueillir dans votre communauté. C'est vrai que ça pose parfois des problèmes d'agenda, toutes ces choses-là, mais cette fois-ci, je n'ai pas trop de difficultés parce que tu t'arrangeras avec ta sœur. Et donc, si effectivement, elle trouve que je ne suis pas beaucoup à la maison, tu diras qu'aujourd'hui, j'avais une excellente raison, dans la mesure où je sais que Benoît, en me donnant la possibilité de vous rencontrer, me fait un véritable cadeau parce qu'avec le temps qui passe, nous avons bien compris que votre communauté sont importantes pour lui. Et donc je suis vraiment très heureux d'être ici parmi vous pour un moment de réflexion.
Alors j'espère évidemment, ceci est un moment de réflexion de carême, j'espère que ça ne sera pas un moment de pénitence pour vous, hein, c'est pas forcé, je l'espère vraiment, mais d'un autre côté, je voudrais vous prendre au sérieux et donc vous dire les choses comme je les pense, sans avoir forcément raison, bien entendu, mais vous les dire comme je les pense ou comme je les crois, en faisant l'hypothèse que vous me laissez vous dire comment je vois les choses, peut-être ne serons-nous pas tout à fait du même avis, et on aura tout le temps du débat et même du verre de l'amitié, je suis allé voir, pour en discuter, bien entendu. Je voudrais que cette soirée soit une soirée de fête de la pensée. Pour ça, ça suppose que chacun de nous accepte de jouer le jeu. Peut-être certains ont eu une longue journée, sont déjà un peu fatigués. J'espère qu'ils seront quand même contents d'être là ce soir pour qu'on puisse un peu penser ensemble. Alors, ce que je voudrais vous proposer, c'est un moment, figurez-vous, de recueillement, mais à la manière des philosophes. Donc, il y a de l'eau, mais elle n'est pas bénite. En effet, c'est important de pouvoir comprendre que la philosophie est peut-être une forme de sagesse, une recherche de sagesse, que la philosophie ne s'oppose pas du tout à la religion, mais la philosophie n'est pas la religion, la philosophie n'est pas la foi, même si la femme, l'homme, l'enfant, le jeune, l'étudiant, le professionnel est à la fois croyant ou philosophe, théologien. Le concept de recueillement que je voudrais vous proposer, je le prends très au sérieux et je me dis que c'est un petit exercice spirituel parce que vous savez que les philosophes ont aussi pensé que la philosophie est un exercice spirituel, pas seulement un soporifique qui nous endort, ce qui est parfois le cas quand même. Donc la philosophie est un exercice, autrement dit, ça permet de rester en forme, surtout spirituel, il faut dire la vérité. Mais enfin que cet exercice, il peut prendre la forme du recueillement. Alors pourquoi je dis recueillement en donnant l'impression que tout à coup je chasse, parce que j'ai aussi mon permis de chasse, sur les plates-bandes de monsieur le doyen? Eh bien parce que figurez-vous que le mot recueillement, il a quelque chose à voir avec l'art des fleuristes. Ah ben oui, le recueillement, c'est l'art de recueillir, et notamment de se recueillir, mais que, et c'est là que ça devient un peu drôle, mais que ce mot, cette idée de recueillement, elle vient d'un mot grec, le mot logos, que vous connaissez bien, qui est un mot grec qu'on comprend presque tout de suite, parce qu'on le traduit par la raison, le langage, ou même le concept, mais il se fait, figurez-vous, et c'est important pour moi qui viens d'une famille de paysans, il se fait que le mot logos, en grec, étymologiquement, renvoie à ce geste-là. Ce n'est pas les championnats du monde de natation, c'est le geste, un des gestes les plus anciens de l'humanité qui consiste à faucher l'herbe, à faucher les céréales, à faucher et à ramasser la gerbe, à ramasser les choses, à les recueillir. Le concept philosophique, c'est un recueillement au sens où il s'agit de se ramasser, de se rassembler. Ce n'est pas forcément un mauvais exercice pour le carême. Pas simplement nous rassembler les uns et les autres pour faire cette communauté, mais me rassembler moi-même, que chacun de nous ait à se rassembler, puisque vous et moi, c'est quand même vrai que nos journées sont bien chargées, que nous pensons à ceci, puis nous voyons celui-là, puis nous devons nous occuper d'autre chose, et puis il y a ceci, puis encore autre chose, et on peut passer sa journée finalement complètement désassemblée. C'est peut-être, quitte à aussi ne pas manger de biscuits, ça on peut voir, mais c'est peut-être un premier exercice de carême que de penser à ce recueillement. C'est dans cette attitude que je voudrais vous transmettre quelques idées que j'essaye de développer sur le thème de la complexité, des conflits, des ruptures
et puis ce qu'on fait avec ça, dans cette idée de recueillement, et donc en essayant de voir comment les choses peuvent nous aider véritablement dans notre vie. Le mettre plus près, comme ça. Oui, parce que la philosophie, si en plus on ne l'entend pas, alors ça devient vraiment... Merci Benoît. Alors, la structure de mon exposé va se jouer essentiellement en 2 mi-temps. Il n'y aura pas de pause entre les mi-temps, c'est un sport un peu particulier. La première mi-temps va être largement dépressive et déprimante, je vous le dis déjà, ça ne va pas être joyeux. Et on fait l'hypothèse que la deuxième mi-temps sera une partie plus enlevée, parce que là, il s'agira de dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je vais structurer mon exposé en parlant successivement de complexité, c'est assez logique, et puis nous parlerons de conflit, et puis nous parlerons de rupture. Voilà pour la première partie, et puis nous essaierons de voir comment trouver un chemin de sens, ce que j'appellerais une méthode, une manière de donner du sens à notre vie. Et c'est là que je disais que nous allons nous faire un peu des confidences, c'est-à-dire nous allons nous faire confiance. Pour moi, c'est important de penser, de vivre, et peut-être de vous dire que la bonne nouvelle du Christ est un élément essentiel de cette méthode pour donner du sens à ma vie. Le Christ comme un homme de chair et aussi un homme de parole, qui est à la fois un guide et aussi un morceau de pain pour la route. Bon. Alors on se met en chemin. Je ne sais pas ce que vous voyez sur l'écran, mais ça a l'air très intéressant. Moi, je vous vois et c'est aussi très intéressant. Alors, si vous le voulez bien, nous commençons par poser la question des complexités, des conflits, des ruptures, en posant une idée générale. Déjà, vous ne serez peut-être pas d'accord, mais on en discute. Je pose comme idée générale que complexité, conflit et rupture sont réellement caractéristiques de notre temps. C'est vraiment là 3 éléments qui sont définitoires de notre époque. Mais j'ajoute tout de suite 2 choses. Notre époque, les temps que nous vivons, nos sociétés, n'ont pas évidemment le monopole des complexités, des conflits et des ruptures, évidemment. Nous verrons d'ailleurs que dès qu'il y a humanité, il y a par exemple complexité. Donc ces 3 termes, malheureusement sans doute, marquent, définissent notre époque jusqu'à un certain point, mais il y a tout de même aussi d'autres époques qui ont connu des choses de ce genre, bien entendu. Deuxième remarque, très importante, il ne faudrait quand même pas croire que notre époque se réduit ou se résume à ces complexités, à ces conflits, à ces ruptures. Autrement dit, qu'on vivrait un temps de chien. Non. Nous savons très bien que notre époque, elle est faite aussi de choses extraordinaires, de choses formidables, de choses qui sont vraiment extraordinaires, et puis des choses qui apparaissent extraordinaires à la télé, et puis si on réécoute le lendemain, on se dit, au fond, c'est peut-être pas si extraordinaire que ça. Dans le domaine de la bioéthique, c'est évidemment saisissant. Comme je parle devant mon beau-frère, il y a un exemple que je prends d'habitude, que je ne prendrai pas ce soir, en vous expliquant quel exemple je ne prends pas ce soir. Quand je parle à un large public sur les questions de bioéthique aujourd'hui, il y a un exemple de recherche que j'évoque, et que donc je ne vais pas évoquer ce soir, bien entendu, qui est la question de savoir si par hasard, ça ne serait pas une bonne chose de cloner sa belle-mère. Vous avez compris pourquoi je ne vais pas traiter ce sujet. Alors, ça paraît saugrenu, ça paraît farfelu, mais combien d'autres questions de ce style aujourd'hui, quand dans notre société, des techniques rendent bien des choses possibles, certaines, on les trouve formidables, c'est un grand progrès, bien entendu, et puis d'autres, on n'est pas si sûr, et puis d'autres, on trouve que c'est vraiment pas une bonne idée. L'idée que je soutiens donc, c'est que notre époque,
notre culture, nos sociétés, ce seront des synonymes si vous le voulez bien, que nos sociétés qui sont finalement à haut potentiel économique et aussi à haute technologie, concrètement ça veut dire que nous avons assez d'argent pour financer des soins de santé de haute qualité dans nos hôpitaux, c'est ça que ça signifie, eh bien que nos sociétés reposent sur un fond que j'aurais envie de nommer un sommier, ce dont normalement on ne parle pas, mais qui fait un peu de bruit. Ce fond culturel, ce sommier culturel qui se trouve en dessous de notre société, je pense réellement qu'il est déterminé par la complexité, par les conflits et par les ruptures. Alors, si vous le voulez bien, commençons notre chapelet en commençant par la question de la complexité en général et des complexités au pluriel, des complexités diverses qui conditionnent notre vie. Alors de nouveau, vous et moi, on ne va certainement pas faire une crise de pessimisme aigu, ça serait vraiment trop dommage après une si belle journée. Donc il ne s'agit pas de peindre tout en noir, de jouer les vieux, mais dans le sens vraiment négatif, c'est-à-dire ceux qui ne rient plus, ceux qui prennent tout au tragique et qui ne sont plus capables, pour des raisons diverses, on peut être vieux très jeune, qui ne sont plus capables de faire la part des choses. Donc, commençons par dire que dès qu'il y a vie collective, évidemment, mais aussi vie individuelle, c'est-à-dire chacune, chacun de nous, isolément, dès qu'il y a vie, il y a complexité. Et donc, si on ne souhaite pas un suicide rapide ou une disparition rapide, qui se plaindra d'être un être complexe? La complexité, dans ce sens-là, est loin d'être un défaut. On aura envie de dire, au contraire, que c'est une richesse, que c'est vraiment même la richesse de la vie. Cependant, si nous regardons les choses d'un petit peu plus près, il y a quelque chose quand même de notre époque qui apparaît. Parce que d'accord, admettons, nous sommes des vivants, donc nous sommes complexes. Mais vous avez remarqué comment en quelques années, dizaines d'années, vingtaine d'années, depuis un siècle, les organisations de nos sociétés sont devenues réellement complexes. Je ne vais pas vous faire un cours de productivité ou une réflexion très approfondie là-dessus, mais quelques mots suffisent. J'ai le sentiment que dans nos sociétés, où nous avons dû nous organiser, et jusqu'à preuve du contraire, c'est plutôt une bonne chose, eh bien, quand nous avons dû nous organiser dans nos sociétés, nous l'avons fait avec un modèle qui marche bien, sans doute, quand il s'agit de construire beaucoup de voitures en peu de temps, beaucoup de chaussures en peu de temps, peut-être les boîtes à conserve, mais ça s'arrête assez vite là, et un modèle qui ne fonctionne pas du tout si on a beaucoup d'élèves en même temps, beaucoup d'enfants en même temps, et a fortiori beaucoup de paroissiens en même temps. C'est quoi ce modèle? Il porte un nom, le nom de Taylor. C'est un monsieur, un économiste qui est assez connu, à ne pas confondre avec l'audacieux fondateur d'une maison de Porto. Monsieur Taylor avait une conviction forte. Il a une conviction, c'est que s'il s'agit par exemple de construire rapidement, pour pas trop cher, beaucoup de voitures, eh bien plutôt que de demander à 100 personnes de construire une voiture, on va confier à ces 100 personnes une petite tâche, un petit travail, un morceau de la voiture. C'est aussi bête que ça. Ça s'appelle une chaîne de montage. Bon. Je sais que vous avez beaucoup de culture et que donc vous regardez encore régulièrement Charlot, Les temps modernes, et vous vous souvenez de cette scène extraordinaire où Charlot, qui est chargé, c'est son écrou et sa vis, il est chargé de suivre la chaîne de montage et il va se faire avaler par la machine parce qu'il ne peut pas suivre. Je pense que dans ce vieux film muet, en noir et blanc, il y a un message pour nous. Je ne vous cache pas d'ailleurs que ce film, je l'utilise
dans les hôpitaux, quand je rencontre le personnel, les soignants, vous savez, les aides-soignantes qui ne font pas du ski, mais qui slaloment, et qui n'ont pas de lunettes de soleil, mais les plateaux repas, qui ne gagnent pas au basket, mais qui sont capables de distribuer très vite les plateaux repas. Et je fais remarquer à ce personnel qui est sous pression, qui vit des choses souvent difficiles, eh bien que d'une certaine manière, elles sont un peu, ces femmes souvent, elles sont un peu comme Charlot sur sa chaîne de montage, et il arrive un moment où on n'y arrive plus. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On fait ce qu'on peut. Charlot, vous le savez, il devient fou, et on l'embarque. Souvent, nous, on essaye autre chose, ça s'appelle l'épuisement professionnel, et puis il faut qu'on se repose. J'insiste là-dessus parce que j'ai la conviction que notre société est malade de ce type d'organisation. Là, j'ai dit un mot un peu sérieux, malade. On peut discuter. Nos organisations fonctionnent sur ce modèle-là. Pas seulement les chaînes de montage qui sont plus tellement à la mode, nous le savons, il y a des théories du management qui essayent de revoir ces modèles-là, mais si on voit comment ça fonctionne vraiment, si on ne se laisse pas simplement endormir par les discours des managers, si vous regardez comment ça fonctionne vraiment dans des métiers aussi différents que la grande distribution ou l'hôpital, ou la maison de retraite, ou les écoles, ou les administrations, ou le monde de la justice, je ne vous dis que mon opinion. Je suis prudent, mais j'y crois. Je pense que nous sommes malades de ce type d'organisation. Autrement dit, nous vivons dans une forme de complexité qui a quelque chose de très particulier et je crois quelque chose de très dangereux, puisque même si nous avons l'impression d'appartenir à une équipe, l'équipe du soir à l'hôpital, ou l'équipe des recettes, si je travaille aux contributions, pourquoi pas, en réalité, chacun de nous ne fait pas tellement partie d'une équipe, il fait plutôt partie d'un ensemble de tâches. Il doit s'occuper d'une chose et au total, finalement, n'est pas forcément au courant des enjeux et des perspectives, des finalités. Je vais citer un philosophe, il y en aura quelques-uns. Il n'a pas bonne presse dans l'Église catholique en général, pourtant il se prénomme Jean-Paul, ça commençait bien, mais il est français, il s'appelle Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, qui a les qualités, les défauts qu'on lui connaît, peu importe, qui s'est toujours trompé d'un point de vue politique, par exemple, c'était quand même un philosophe qui voyait des choses assez fines. Il est un des premiers à décrire ce qu'il appelle un groupe en communauté et un groupe qu'il appelle pratico-inerte. Vous oubliez tout de suite, ça ne fait rien. Concrètement, ça veut dire quoi? Il y a des groupes où on vit ensemble, où on travaille ensemble, où on est dans une espèce d'horizon commun, on sait ce qu'on fait, même si chacun de nous a son job. Et il y a de temps en temps des équipes de foot, auxquelles je ne connais rien du tout, mais mon fils est né bien, il y a des équipes de foot où ça marche comme ça, et en principe, ça gagne une équipe comme ça. Mais pour peu qu'on soit dans une équipe où on joue perso, c'est-à-dire chacun pour soi, où on ne sait pas trop quelle est la stratégie du groupe, où on essaye de s'en tirer chacun, où on est content d'avoir chacun son salaire, où on fait bien son travail, il n'y a pas de problème, eh bien, dit Sartre, on est dans un groupe qui n'a rien de commun, on est dans un groupe qui tient le temps du job, mais quand la pointeuse a sonné, c'est fini, on s'oublie, on se perd de vue. Tiens, j'ose pas vous demander, donc je ne vous le demande pas puisque je n'ose pas. Mais enfin, si j'osais, je vous demanderais, et votre communauté, d'après Jean-Paul Sartre, elle est comment ici? Est-ce que c'est une communauté où on a un horizon commun ou est-ce que c'est une communauté, ah ben oui, on est ensemble le temps de la messe par exemple, et puis on s'oublie. C'est très important ceci, pourquoi? Parce qu'on voit que le problème de la complexité ne tient pas au travail lui-même, il tient à l'organisation. Et je vais vous donner deux exemples concrets. Ces deux exemples que j'ai l'occasion de travailler assez régulièrement, vous allez le comprendre. Et en plus, ces deux exemples d'importance vraiment différente, vous allez le comprendre aussi. Ce qui m'intéresse, c'est qu'alors qu'il y a un gros machin, un gros problème dans un de mes exemples, et puis tout juste rien du tout dans le deuxième exemple, il y a la même organisation
le même poids d'un groupe énorme qui fait que les acteurs ne s'y retrouvent pas forcément. Je commence par l'exemple sérieux. Vous savez qu'il existe, dans le domaine des transplantations d'organes, oui, ça commence fort. Dans le domaine des transplantations d'organes, on s'est rendu compte qu'on avait intérêt, pays avec pays, à se mettre ensemble. En effet, les Flamands, les Bruxellois, les Belges et les germanophones ont beau avoir 2 reins, ça fait quand même pas beaucoup. Et donc, on est régulièrement à court d'organes, vous le savez. Et c'est extrêmement sérieux. Et donc, un certain nombre de pays, la France n'en fait pas partie, par exemple, ont constitué une association, une organisation qui s'appelle Eurotransplant. Vous connaissez peut-être de nom. Eurotransplant, c'est l'espace Schengen du poumon, du foie, des reins, ça s'arrête là. Sinon, c'est le marché commun de la charcuterie, mais c'est autre chose. Eurotransplant, c'est un bel idéal, c'est de dire, écoutez, voilà, si nous, en Belgique, pour l'instant, on a des foies disponibles, eh bien, c'est aussi bien que, par exemple, un Hollandais, la Hollande fait partie de cet espace, qu'un Hollandais puisse en bénéficier. Autrement dit, on va sortir de nos frontières, ça vaut la peine quand même de se rappeler ce genre de truc aujourd'hui, non? On va sortir de nos frontières et on est d'accord de jouer la réciprocité. Et si par contre on cherche un cœur et qu'on ne trouve pas de cœur histocompatible, eh bien on sait qu'on peut compter par exemple avec l'Allemagne et que si un donneur se manifeste en Allemagne, eh bien il n'est pas impossible que le greffon puisse venir. Tout ça vous connaissez. Qu'est-ce que je retiens de ça? Je retiens qu'il y a une organisation internationale extrêmement complexe où on doit organiser dans l'ordre le prélèvement, vous êtes d'accord, le conditionnement, la conservation, le transport. Avant ça, il y a l'allocation, parce qu'avant de le transporter, il faut savoir où on va. Ah ben oui, effectivement. Et puis, il y aura effectivement la greffe, la transplantation proprement dite. Si on regarde un processus comme celui-là, qui est un processus extrêmement compliqué d'un point de vue technique et scientifique, on se dit, eh bien, chapeau, voilà une organisation extrêmement complexe, c'est extrêmement compliqué, les gens ne se connaissent pas d'un bout à l'autre de la chaîne, évidemment, mais ça en vaut la peine. Deuxième exemple. C'est un exemple classique dans la littérature de management, peut-être que certains l'ont déjà vu, ça se passe chez Air France, ça a été observé il y a une petite vingtaine d'années. On s'est rendu compte du phénomène suivant, vous allez voir que c'est sérieux. En classe affaires, où les gens évidemment portent des cravates, et évidemment des cravates de valeur, et évidemment utilisent du ketchup parce que le champagne ne fait pas de tache, donc admettons tout ça, ça arrive une fois toutes les, sur des longs courriers, que l'hôtesse, probablement troublée par le charme qui émane du grand manager, fasse une tache. Ah, je vous ai prévenu, ça ne serait pas une grande chose. Hein. Eh bien, on a pu analyser comment, dans l'organisation extraordinaire qu'est Air France, qui est une société extrêmement sérieuse, qui a un code de déontologie très sophistiqué, que, en réalité, pour traiter cette question de tâches, finalement, on comptait 16 signatures de responsables, sachant que la procédure était que le client devait quand même aller lui-même chez le teinturier pour se faire rembourser en ayant évidemment envoyé la preuve de paiement. Conclusion, le client n'est pas satisfait et ça coûte un argent bête à Air France qui préférait utiliser ses responsables à autre chose que de signer des papiers pour des taches sur les cravates. Qu'est-ce que ça nous dit ça? 2 exemples. Ça nous dit qu'aujourd'hui, dans notre société, le fait qu'il y ait beaucoup d'organisations ne prouve absolument pas que l'objet soit important. C'est ça qui est extraordinaire. On pouvait imaginer autrefois que pour une chose importante, aider quelqu'un, la solidarité, la création artistique, pourquoi pas même la création sportive, que pour des choses importantes, il fallait de l'organisation, bien sûr. Mais aujourd'hui, nous découvrons que pour des choses toutes bêtes, il y a une espèce d'inflation d'organisation, et c'est là-dessus que je voudrais taper régulièrement, une espèce d'hyper-complexité qui me paraît vraiment dangereuse. Je rajoute une couche, et puis je fais le lien
avec ce qui nous appelle ce soir, qui est tout de même, bon ben, et alors? Et alors quoi dans ma vie? La petite couche, c'est celle-ci. À mesure qu'on a développé des produits nouveaux, quels qu'ils soient d'ailleurs, on s'est rendu compte que c'était mieux non seulement d'avoir des chaînes pour organiser la fabrication de ces produits, mais que c'était mieux aussi si cette chaîne ne s'interrompait pas. Il fallait donc de la production continue. Qu'est-ce qu'on a dû faire? Naturellement, doubler et organiser le travail par pause. Certains d'entre vous le savent parfaitement. Ce n'est pas encore quelque chose qu'on fait avec la philosophie à l'université, le travail par pause. Bon. Et puis, on s'est rendu compte que ce travail par pause, effectivement, demandait de plus en plus de collaborateurs. Et on a commencé à se rendre compte qu'à mesure qu'on multipliait les collaborateurs, et je trouve que le mot est mal choisi, parce qu'il n'y a pas grand-chose de collaboration là-dedans, on avait à la sortie, et ça c'est vraiment troublant, de plus en plus de problèmes de qualité. On avait des produits qui n'étaient plus aussi bons, si on parle d'éclairs au chocolat par exemple, ou aussi sûrs, si on parle de parachutes ou de pneumatiques pour les voitures. Et donc, on a dû recomplexifier l'organisation en construisant ce que j'appellerais une méta-procédure, c'est-à-dire une procédure sur la procédure, une procédure de contrôle, et c'est les fameuses questions de traçabilité dont on parle beaucoup aujourd'hui. Conclusion, tout ça se complique et se surcomplique. Si ça vous intéresse, je pourrais vous donner des détails tout à l'heure. J'ai travaillé notamment sur une chose qui a l'air toute bête à nouveau et qui paraît très éloignée du monde du soin, et pourtant ce n'est pas le cas, d'une étude qui a été faite chez Talbot, donc ça c'est vieux, hein, parce que Talbot c'est bon. Chez Talbot, notamment dans leur fabrication de pièces de rechange, où ils avaient jusqu'à 65% de pièces défectueuses. 65% des pièces fabriquées de rechange étaient défectueuses. Et la politique qu'ils ont dû développer par rapport à ça. Eh bien, je pense que si nous regardions toute chose, toute proportion gardée, la satisfaction des personnes hospitalisées ou des personnes qui vivent désormais dans une maison de repos et de soins, je pense qu'on aurait des taux d'insatisfaction qui sont assez proches, alors que pourrait-on dire, tout le monde se casse le dos pour que ça se passe bien. Il y a donc un réel problème. En quoi est-ce que ça va commencer à toucher notre vie? Eh bien, je pense que ce que je viens de décrire sur la complexité dans le domaine de l'économie, du travail, nous le connaissons aussi dans le domaine de l'administration. C'est Kafka. L'administration, qui, je vous le rappelle, est une organisation au service à la fois des citoyens et de la collectivité, on est bien d'accord là-dessus, c'est une magnifique idée, bien entendu. Cette administration, malheureusement, nous le savons très bien, devient quelque chose d'anonyme. On a l'impression d'un monde gris sans visage. Et il y a quelque chose qui ne trompe pas là-dessus, c'est l'état de santé, je dirais, à la fois psychologique, moral, de combien de personnes qui travaillent dans ce milieu et qui ont l'impression de ne pas pouvoir faire bien leur métier. C'est tout à fait frappant parce que dans ce type d'organisation, non seulement chacun doit s'occuper d'un dossier particulier, mais d'une certaine manière, chacun est interchangeable. Permettez-moi d'insister là-dessus. Nous sommes dans une société où on nous dit, attention, chacun est unique, chacun est irremplaçable. On dit ça. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on doit remplacer quelqu'un? D'abord, on prouve bien qu'il n'est pas irremplaçable. On est dans une société, au contraire, de l'interchangeabilité. On appelle ça la polyvalence, souvent, mais c'est une façon de dire que, au fond, une pièce de rechange, elle n'est pas forcément une pièce de marque. C'est bien connu que c'est la marque qui coûte cher, et donc si on peut l'avoir autrement, c'est aussi bien. La complexité, elle nous rejoint aussi dans notre vie quotidienne, à l'échelle de notre commune. Moi, je me souviens, Benoît doit s'en souvenir aussi, de l'installation de la distribution d'eau dans nos villages de la Botte du Hainaut. Au départ, la distribution d'eau, c'était des affaires presque privées, et puis c'est devenu une organisation, une véritable administration. Même chose, si nous regardons avec un peu de recul, certains d'entre nous sont concernés,
les méthodes d'inscription de nos enfants à l'école. J'invente rien. Qui aurait pu imaginer il y a encore 15 ans une telle complexité administrative? Et nous avons tous bien compris qu'il y a de bonnes raisons. On a tous bien compris qu'il y a des choses qu'il faut réguler, qu'il faut gérer, mais le fait est que c'est une chose que ma femme et moi, on n'a pas connue pour nos enfants. Le fait est qu'il y a des stress nouveaux pour des parents qui doivent organiser depuis hier, je suppose que vous l'avez entendu dans les médias, qui doivent organiser cette inscription des enfants à l'école. Que dire du choix du médecin de famille? Ce sont chaque fois des exemples où tout devient complexe. Et le fait qu'un gouvernement, un exécutif, doivent s'organiser pour avoir un cabinet ministériel de la simplification, je trouve ça au total, finalement, très inquiétant. Un dernier mot sur la complexité, parce qu'il est grand temps qu'on arrive au conflit. J'espère que vous l'attendez avec passion. Je voudrais rajouter un petit mot et évoquer cette fois-ci un autre philosophe protestant, celui-là de formation, qui s'appelle Paul Ricoeur. Paul Ricoeur, il dit la chose suivante, c'est pas moi, hein, c'est lui. Il dit au fond, dans une situation complexe, dans une organisation complexe, il y a quelque chose de très dangereux qui se produit. Un peu, si vous voulez, comme le morceau de sucre dans le café, dont on attend une seule chose, c'est qu'il fonde, vous êtes d'accord, je suppose. Eh bien, d'une certaine manière, dans une organisation complexe, la responsabilité individuelle a tendance à disparaître. Au fond, si je suis membre d'un groupe, d'une administration, où moi je m'occupe des pages impaires et ma collègue des pages paires, pourquoi pas? Après tout, il y a d'autres métiers. Si c'est comme ça, pour peu qu'il y ait des erreurs dans le document, ça sera la faute à qui? Ou plus exactement, ça sera la responsabilité de qui? Permettez-moi de dire un mot qui n'a rien de grossier, mais qui est important. Ricoeur est convaincu qu'un des malaises de nos cultures, de nos civilisations, tient à la complexité de nos organisations. Parce que les organisations complexes amènent, je le disais, à une dilution ou à une dissolution des responsabilités individuelles. C'est pas moi, c'est l'autre. Et puis ce sera le chef d'équipe qui renvoie au conseil juridique. C'est jamais moi. Et finalement, dit Ricoeur, il n'y a plus, voilà le mot, il n'y a plus, là vous pouvez le projeter sur l'écran, il n'y a plus d'imputabilité. L'imputabilité, le mot est... ça signifie quoi? Ça signifie que vous pouvez m'imputer la responsabilité d'une action. Imaginez par exemple que tout à coup je dise décidément, en communauté française, il y a beaucoup trop de doyens catholiques. Je déclare officiellement, il y a beaucoup trop de doyens catholiques. Eh bien, vous pourrez m'imputer, j'en connais un qui va le faire bientôt, vous pourrez m'imputer d'avoir dit ça. Et je pourrais toujours dire, oh non, non, mais c'est pas moi qui l'ai dit, je citais Paul Ricoeur, etc. On fera passer la bande et vous direz, ben non, c'est bien vous qui avez dit ça. Je dois prendre, assumer ma responsabilité. Selon Paul Ricoeur, si finalement plus rien ne m'est imputable, parce qu'au fond, c'est jamais de ma faute. Alors c'est bête de le dire comme ça, mais je me permets de souligner un peu au fluo à cette heure-ci. Puis si c'est jamais vraiment de ma faute, moi j'y suis vraiment pour rien, c'est pas vraiment ma responsabilité, ou en tout cas on le fait à plusieurs, eh bien cette absence d'imputabilité, qu'on ne puisse pas me dire, mais écoute, c'est toi quand même qui as dit ça. Oh non, non, non. Eh bien c'est un élément essentiel de ma vie qui disparaît. J'ai voulu être prudent, je n'ai pas commencé tout de suite par là, je vais encore avancer un pas, puis je recule. Ricoeur nous dit, une société qui n'a plus cette forme-là de culpabilité est une société malade. Je répète, parce que c'est dangereux. Je ne parle pas de la vieille culpabilité, je ne parle pas du complexe de culpabilité, je ne parle pas du moralisme, je ne parle pas du christianisme comme religion sévère. On est bien d'accord, j'espère. Mais ça me frappe que Ricoeur ne dise pas responsabilité, comme ça tout le monde est content. Non, non, il dit culpabilité. Si je ne peux pas à certains moments dire, mais Michel, mais c'est toi qui as fait une connerie. Mais c'est toi qui es coupable. Tu as fait de la peine, tu as dit une méchanceté, tu as dit une bêtise, tu t'es fâché. Si je ne peux pas, moi, dire, ah ben oui, c'est vrai, il manque quelque chose dans ma vie. D'une certaine manière, ma vie manque, il faut bien se comprendre, j'espère, ma vie manque de cette culpabilité. Et Ricoeur, il est convaincu
que c'est la culpabilité qui me fait devenir moi-même. Pas que ça, évidemment. C'est aussi parce que mon beau-frère me dit « Michel, tu travailles bien, ben, je suis content, ça fait du bien ». Mais c'est aussi quand même de pouvoir reconnaître que, à certains moments, c'est pas fameux. Cette notion-là est, je crois, très importante. Parce que la complexité, vous voyez, ce n'est pas simplement le fait qu'on ne sait plus où s'adresser, on ne sait plus à quelle personne s'adresser, c'est aussi que dans la complexité de la vie, finalement, on peut toujours tirer son épingle du jeu. Je ne veux pas me donner un exemple, donc je prendrai volontiers un qui vient de vous. Regardons chacun notre vie. Est-ce que dans ma vie, on est tous assez malins pour montrer que nous avons des vies compliquées, parce qu'on vit aujourd'hui, on a la famille, il y a des événements, il y a la santé, il y a le travail, tout le monde en vit des trucs compliqués. Et donc, tout le monde, on peut jouer à cache-cache. L'idée de Ricoeur, c'est qu'au fond, nous faisons comme Adam et sa femme, et la pomme, et le serpent qui s'est taillé, on se cache. On se cache et c'est bien rare qu'on puisse nous dire « écoute, là, tu fais une bêtise » ou « tu fais véritablement une erreur ». La complexité nous vole notre responsabilité. Deuxième élément, qui je crois est tout à fait déterminant dans l'histoire de notre société, c'est l'élément du conflit. Alors sur la question du conflit, on peut raconter de belles choses, mais si on est vraiment en conflit avec quelqu'un ou avec soi-même, c'est pas du tout marrant et c'est pas du tout un sujet de conversation sur lequel on peut faire du bel esprit. Alors pour être prudent, je voudrais évoquer un autre philosophe grec très ancien, c'est Héraclite, 8e siècle avant notre ère. Héraclite, il a une intuition, et c'est une intuition, je trouve, qui va bien avec des choses que nous lisons dans l'Évangile. Je commence par l'Évangile. Ça nous est rappelé régulièrement de la part du Christ que la paix, que d'ailleurs nous partageons lors de l'Eucharistie, que cette paix du Christ, elle n'est pas comme la paix du monde. Et souvent, nous croyons que pas comme la paix du monde, c'est parce que dans le monde, on fait la paix en faisant une tête comme ça et en disant « Ok, je ne te touche plus », et c'est une espèce de paix, mais qui est une paix armée. On arrête de se taper dessus. On arrête de s'injurier, mais ça fonctionne quand même à l'intérieur. Et nous pourrions entendre, et je crois que c'est aussi vrai, que la paix du Christ, c'est une paix sincère, c'est une paix où il ne s'agit pas seulement d'arrêter de faire la guerre, mais on va essayer de s'aimer un peu, de se supporter, de se tolérer, de s'aider. Vous êtes d'accord, j'imagine? Je voudrais vous proposer, j'espère que je ne dis pas une hérésie, sinon c'est rater votre carême, à cause de moi, mais bon. Je voudrais proposer une lecture un tout petit peu différente et dire que la paix que le Christ nous propose, ce n'est pas la paix du sommeil, quand tout le monde s'est retourné, de chaque côté évidemment, on fait la tête et on ne parle plus. Ah oui, c'est une forme de paix, mais ce n'est pas ça. Que la paix que propose le Christ, c'est une paix où il y a toute la richesse d'être ensemble, mais justement, pas ensemble comme une espèce de soupe ou de confiture où on ne sait plus très bien où je suis et où est l'autre, mais ensemble dans quelque chose qui est presque un conflit, dans quelque chose que les musiciens connaissent bien, ça s'appelle un accord, et l'accord il est beau parce qu'on entend les notes. Autrement dit, la paix du Christ, c'est une paix riche de nos différences. C'est le fait que je vais parler, que tu vas parler, qu'on va s'écouter. Et dans la paix du Christ, semble-t-il, on n'est pas forcément d'accord. On n'est pas forcément d'accord. Parce que je me dis que la paix du Christ, c'est peut-être une paix trinitaire. Je ne suis pas théologien, je réfléchis comme ça. C'est une paix trinitaire où ça bouge, où ça vit, où ça discute. Et il n'y a personne qui a dit que le Père, l'Esprit et le Fils étaient toujours d'accord. D'ailleurs, je fais même l'hypothèse que s'ils étaient toujours d'accord, il n'y aurait pas besoin de l'Esprit. Ça veut dire quoi? Je retrouve Héraclite. Ça veut dire que le conflit, avant d'être cette chose terrible qui mange nos vies, qui nous rend malheureux, qui nous ronge, qui nous rend malades, c'est vrai. Le conflit dans les familles, le conflit avec les voisins, les conflits au travail, qui sont de plus en plus durs, on le voit bien. Avant d'être ces catastrophes de la vie,
les conflits au départ, c'est la beauté des différences. Et Héraclite, qui n'a pas bien connu Jésus-Christ, il faut dire la vérité, Héraclite laisse un fragment où il dit « Polémos », ça veut dire le conflit, la guerre. « Polémos est à la source de tout ». Autrement dit, ce qui va donner de la nouveauté, ce n'est pas juste qu'on est tous d'accord et tout le monde, non, ce qui va donner de la nouveauté, de la créativité, ce qui va permettre d'inventer peut-être une nouvelle Belgique, pourquoi pas? Eh bien, c'est justement qu'on va pouvoir habiter notre conflit. J'ai le sentiment que le christianisme ne vient pas avec des extincteurs pour dire « dormez tous, c'est fini de se disputer, il est temps de ronfler », c'est pas ça. Le christianisme est au fond là pour dire « vas-y, sois toi-même, dis ce que tu penses, mais fais-le dans le dialogue, fais-le dans l'amour, fais-le dans le respect, parce qu'après tout, tu as parfaitement le droit de penser ce que tu penses, mais l'autre aussi. » C'est un enjeu tout à fait essentiel, me semble-t-il. Et probablement que la démocratie, ça a été dit souvent par les spécialistes, que la démocratie, c'est précisément le modèle politique qui reconnaît le conflit. Et d'une certaine manière, le conflit, il est nié, il est refoulé par les systèmes totalitaires. Pourquoi? Parce que si je ne suis pas d'accord avec le chef, c'est que je dis une bêtise et il faut réduire le conflit. Je rêve d'une église, je fais attention à ce que je dis, je rêve d'une église, je rêve d'une famille, d'un couple, où on serait toujours en conflit. Promettez-moi de ne pas répéter à ma femme. Mais au sens où on serait toujours vraiment là, l'un les uns et les autres. Là, dans le respect et le partage, qui fait qu'on invente. Je ne sais pas si vous aimez la musique, mais j'ai le sentiment que quand il y a plusieurs notes, c'est franchement plus intéressant que la même note en soutenu. Autrement dit, le conflit n'est pas forcément bon, il n'est pas forcément mauvais, il coûte beaucoup d'énergie, et c'est peut-être ça la condition humaine, c'est que le conflit qui devrait nous faire avancer, au fond, nous blesse, parce que ce n'est pas un conflit dans l'amour précisément, mais ce conflit, il demande d'aller au-delà. Il faut inventer, trouver des solutions. Dernier élément, je vois que le temps passe vite à Enghien comme dans le reste de la Belgique, c'est terrible. Dernier élément de la première mi-temps déprimante, j'espère que vous vous sentez de plus en plus déprimé, c'était l'objectif. Alors c'est que vous avez triché en prenant du Prozac avant d'entrer. Troisième élément qui est probablement le plus douloureux, parce qu'à nouveau, on peut rire, bien sûr, on peut faire de l'esprit, mais c'est des choses qui nous touchent, c'est la question des ruptures. Et si vous le voulez bien, je vous propose de prendre un peu de hauteur par rapport à ce thème, aussi par respect les uns par rapport aux autres, et de ne pas parler tout de suite, peut-être tantôt, de ne pas parler tout de suite des ruptures qui nous blessent, vous savez, comme la chaussure qui fait mal aux pieds, cette rupture qui nous blesse dans nos familles, dans nos couples, avec nos enfants, avec nos voisins, avec nos proches. Prenons un petit peu de recul, si vous le voulez bien, parce que je pense que c'est important de comprendre que c'est notre société qui est en rupture. Et que c'est sans doute parce que notre société est largement en rupture, je vais dire avec quoi, que nous vivons ces ruptures, entre guillemets, interpersonnelles. Je suis convaincu que les gens s'aiment toujours autant qu'autrefois, sont prêts à faire des choses toujours autant qu'autrefois. Il n'y a aucune raison de penser qu'à mesure que l'espérance de vie s'allonge, la bêtise grandisse en même temps. Il n'y a aucune raison de penser ça. Même les grands singes continuent à progresser. Donc il n'y a aucune raison, si vous voulez, dans ce que nous vivons, que les ruptures soient plus fréquentes, que les désaccords soient plus fréquents. Par contre, si nous vivons sur un sommier, vous vous souvenez, le fond culturel, si nous vivons dans une société qui est une société en rupture, avec un certain nombre de choses, là, je pense qu'effectivement, les questions deviennent plus claires. J'évoque cette fois-ci un philosophe canadien qui est assez connu,
Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il s'appelle lui aussi Taylor, décidément. Ce philosophe canadien, il a une idée assez forte à propos de ces jeunes étudiants, et je vais vous la dire. Et je fais exprès, nous ne parlons pas de nos familles. Vous voulez bien qu'on fasse cet exercice? En parlant de ces jeunes étudiants, qui sont évidemment sympas, puisqu'ils étudient la philo, hein, c'est vraiment les meilleurs, bon. Il dit, tiens, c'est quand même surprenant, ces étudiants canadiens, ils font partie de ce qu'il appelle la mid-generation. En français, ça s'appelle la génération moi, moi, moi. Jacques Dutronc, vous connaissez? Et moi, et moi, et moi. Quelle est l'idée de Taylor? L'idée, c'est que ces jeunes, qui sont des braves gens, qui sont très curieux, qui sont très solidaires, qui veulent faire des choses, qui veulent être acteurs de la société, que ces jeunes, ils n'ont aucune idée de leur passé. Ils n'ont aucune idée de leurs racines historiques. Je vois vos yeux, vous dites, ça y est, il commence le conservateur, vous allez voir. Qui n'ont aucune idée de leur histoire. Et l'idée de Taylor, ce n'est pas de dire qu'il faut étudier le latin, le grec au petit déjeuner et au repas du soir, ce n'est pas ça. L'idée de Taylor, c'est qu'une société qui n'a plus la conscience de ses origines, du chemin qu'elle a parcouru, de là où elle vient, cette société-là, elle a du mal à dire où elle va. Il ne s'agit donc pas, surtout pas, à nouveau, parce qu'on est dans une église, de parler comme des conservateurs qui essayent toujours de raboter sur l'avenir. Il ne s'agit vraiment pas de ça. Il s'agit de dire, tout simplement, comme vous le savez si vous faites du jardinage, que sans racines, ça ne va pas monter très haut. C'est tout simplement ça. Et ça nous pose une question. Ça signifie que peut-être notre société, parce qu'elle est devenue, encourage, sans le dire, inconsciemment bien entendu, encourage des projets qui n'ont pas forcément beaucoup de racines. Je vous invite à ne pas tirer des conclusions hâtives là-dessus. Je ne suis pas en train de dire qu'il faudra donc désormais rester fiancé 6 ans avant de penser à se marier. Ça n'a rien à voir avec ça, vous le comprenez bien. Attention, c'est clair. Mais ça veut dire quelque chose de bien plus sérieux, qui fait que qui je suis moi aujourd'hui, qui vous parle pour l'instant, je viens de quelque part. Et que ça, ce sont mes racines, c'est à la fois mon charme, mais c'est aussi mes limites, parce que moi, venant de là, je ne viens pas d'ailleurs. Et donc, j'ai un point de vue fondamentalement limité. Dernière chose sur la rupture, et puis on passe à la deuxième mi-temps, en 5 minutes. À nouveau, comme pour la complexité, comme pour le conflit que j'ai essayé de réhabiliter, je voudrais d'une certaine manière réhabiliter la rupture. Alors évidemment, la rupture, ce n'est pas le changement, ce n'est pas la transformation. Je suis occupé à penser, là ça me vient parce que j'ai parlé de racines, les hortensias que ma femme adore et qu'elle surveille dans le jardin, tu les connais. Les hortensias, ça change, ça pousse, ça fane, mais ce processus-là, c'est un processus normal, ça fait partie de la vie. Par contre, s'il casse, s'il est rompu, là, on est dans la catastrophe. Donc j'ai bien conscience que la rupture est quelque chose de traumatique. Et on pourrait peut-être dire que la rupture, c'est toujours mauvais. Oui, mais justement, et si ce n'était pas exactement comme ça? Je ne fais que poser la question. Et si nous, les êtres humains, nous étions appelés, à certains moments, à rompre, ça veut dire même à casser. Alors pas forcément avec son conjoint, ni forcément avec papa et maman, ni forcément avec ses gamins, c'est pas ça qu'on veut dire, ni certainement pas avec soi-même, mais pourtant tout de même, à certains moments, rompre pour se détacher. Est-ce que l'apprentissage que nous faisons dans le carême, c'est pas quelque chose qui a à voir avec une forme de rupture, mais pas parce qu'on casse les liens, évidemment pas, mais parce qu'on décide de changer de chemin. On décide de se reprendre, de dire mais qu'est-ce que je fais là? Mais où est-ce que je suis? Ah oui, on part à droite, ou à gauche d'ailleurs, très bien. Il s'agit au fond de se reprendre. Je me pose la question comme ça, je me dis, Jésus-Christ s'est fait pain, mais je me suis toujours un peu demandé pourquoi il se fait pain rompu. Et le pain rompu, bah oui, évidemment, c'est le morceau qu'on découpe pour qu'il y en ait pour tout le monde, hein, évidemment. Mais le pain rompu, c'est quand même le pain qui vient d'une rupture, qui fait que pour être parmi nous, d'une certaine manière sans doute, le Christ
j'ose à peine le dire comme ça, a rompu, vous vous rendez compte, les titres dans les journaux demain, le Christ a rompu avec son Père, c'est ce qu'on appelle la kénos, c'est-à-dire qu'il s'est fait proche de nous. D'une certaine manière, il y a des ruptures qui sont des ruptures qui construisent, et en particulier qui construisent l'amour. Bon, il est grand temps de finir en beauté, sinon ça va être triste, le vers de l'amitié. Ça, c'est le constat que je fais. Une société massivement, et là maintenant je me lâche un peu, une société massivement malade, ou en tout cas mal à l'aise, ou en tout cas en difficulté, à cause de cette inflation de complexité qui ne sont pas toujours utiles, qui sont parfois toxiques, à cause de ces conflits qui sont mal saisis, mal compris, à cause de ces ruptures qui sont brutales et qui donnent l'impression de chacun de voler ou d'être en suspension ou en flottaison, ça et là. Alors, si vous le permettez, et parce que ce soir, il n'y a aucune raison de penser que le Saint-Esprit serait tombé exactement ici et pas au-dessus de votre tête à vous, je vous propose d'échanger un peu nos rôles, même si c'est moi qui ai le micro. Vous m'avez écouté avec beaucoup d'attention et je vous en remercie, c'est aussi une forme de charité. Et vous vous dites, ce doyen-là, il a quand même bien du mérite d'avoir supporté son beau-frère si longtemps, effectivement. Mais c'est peut-être à vous de jouer. Et voilà comment. Ce que je voudrais vous proposer maintenant, pour terminer en 5-10 minutes, hein, pas plus, ce que je voudrais vous proposer, c'est tout simplement quelques éléments, plus exactement quelques verbes, qui me paraissent lancer des petites pistes pour justement donner du sens à ma vie. En voyant ce qu'on voit, en sachant ce qu'on sait, la première mi-temps, bon, et alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se flingue tout de suite, après avoir reçu l'extrême-onction, ou est-ce qu'on réagit? Est-ce qu'être chrétien, c'est baisser la tête en attendant que ça passe, ou qu'il revienne, ça risque de durer longtemps? Ou est-ce qu'être chrétien, c'est justement contribuer ensemble à avancer? Première chose, vous l'avez remarqué dans mon titre, je parle de donner du sens. Je ne dis pas de voir du sens, de trouver du sens, de reconnaître du sens, mais je ne dis pas non plus créer, je dis donner du sens. Je suis convaincu qu'un être humain, c'est un être qui est capable de donner du sens à des choses parfois épouvantables qu'il vit. On a tous fait cette expérience de gens qui souffrent et qui donnent du sens. Je voudrais évoquer donc, pour cette donation de sens, je voudrais évoquer un certain nombre de verbes. Et c'est à chacun de vous de voir si ça dit quelque chose. Je dis tout de suite que si vous n'êtes pas à 3 sur 10, vous n'avez pas droit au verbe de l'amitié. Premier verbe, se libérer. Se libérer. Et je n'ai pas besoin de vous dire de quoi, parce que vous savez de quoi. Chacun de nous sent de quoi il peut, il aurait envie, il devrait se libérer. Se libérer, c'est d'une certaine manière rompre, mais pour relier. Et je pense que nous aurions, pour vous donner juste un exemple que je ne vais pas développer, nous aurions intérêt aujourd'hui à nous libérer du culte de l'urgence. Je sais que c'est un super feuilleton télévisé et que ça donne même l'impression qu'être un bon médecin, c'est d'être un médecin speedé. Bon. Mais nous savons aussi que nous sommes malades de l'urgence et que nous sommes devenus un peu en difficulté, nous avons un peu de difficulté à distinguer ce qui est important et ce qui est urgent. Vous ne croyez pas que vous et moi aussi, largement, nous aurions intérêt à faire une cure pour essayer de nous libérer de cette urgence. Libérer de cette urgence, ce n'est pas dire à celui qui nous appelle en pleine nuit pour avoir un pain « reviens demain à l'ouverture des bureaux ». Ah ben non. Nous savons qu'autrui nous demande des choses urgentes, nous le savons, mais ça, c'est une urgence. Combien de fausses urgentes qui nous empoisonnent. Deuxième suggestion, peut-être pourrions-nous nous libérer de la curiosité. Vous demanderez à votre doyen de vous faire un sermon sur la question, il connaît ça très bien chez Saint-Augustin. La curiosité qui n'est pas simplement un vilain défaut, parce que ça peut être une qualité magnifique, évidemment, l'envie de connaître,
Mais la curiosité qui est aussi une façon de passer d'une chose à l'autre, dans une espèce de bougeotte. Je m'intéresse au timbre, et puis je m'intéresse à autre chose, et puis je m'intéresse à elle, et puis je m'intéresse à quelqu'un d'autre, forcément, et puis ceci, et puis cela. La bougeotte, l'instabilité. Se libérer de la curiosité. Deuxième verbe, examiner sa vie. Ah, il y a des verbes avec des compléments. Ça, c'est du Socrate tout cru, c'est de la philosophie grecque. Attention, entendez bien, il ne s'agit pas de faire une auto-analyse. Payez-vous plutôt un psychanalyste, ça coûtera cher, mais c'est plus efficace. Donc il ne s'agit pas de ça. Mais il s'agit d'examiner sa vie au sens de, pas du tout régler ses névroses, là on n'est pas trop de deux pour le faire, mais pour savoir qui je suis. Qu'est-ce qui me rend heureux? Pourquoi j'ai commencé ce chemin et où est-ce que j'en suis? Examiner sa vie. Examiner sa vie, mais soyons modestes. En même temps, demandons la lumière. Demandez la lumière à celui qui est plus grand que notre cœur, parce que qu'est-ce que je vais découvrir si j'examine ma vie? Oh oui, il y a de belles choses, mais il y a aussi ces choses-là. Et je risque d'être pas heureux de ce que je découvre. Il est peut-être temps que j'apprenne la patience avec moi-même, pas seulement avec les autres, que j'apprenne finalement à me reconnaître, à m'estimer. Vous sentez que quand je parle d'examiner sa vie, à nouveau, ça n'a rien à voir avec un vieux moralisme. Je pense d'ailleurs qu'il était un moralisme catholique très sévère et donc parfaitement inaudible. Dans ce sens-là, ça ne fait pas de grand tort à personne, plus personne n'écoute ce genre de choses. En tout cas, c'est mon opinion. Mais qu'il s'agit au fond de rendre aux gens leur propre vie, de les rendre acteurs de leur propre vie. Un peu comme si nous avons besoin de ce don de l'esprit, c'est ce que je crois, pour examiner notre vie. Je vais terminer avec 3 verbes. Le verbe traverser. Et je pense que chacun de nous peut dire ce qu'il a à traverser pour l'instant. Je pense à un texte de Maurice Bellet qui s'appelle « La traversée de l'en-bas », vous le connaissez peut-être. Bellet dit ceci, ce sera la seule vraie citation. Il dit « Si vous glissez dans l'en-bas », et si vous me dites « Oui, mais c'est quoi l'en-bas » ? Ben, l'en-bas, c'est quand je suis tout foutu, tout cassé, où je ne me reconnais plus. Alors de l'extérieur, on va appeler ça la dépression, c'est peut-être ça, mais où je me sens moche, minable. Et en plus, j'ai d'excellentes raisons de le penser, parce qu'il y a vraiment des raisons qui font que je suis notamment, pas seulement, mais moche et minable. Quand je suis dans l'en-bas, dit Bellet, le monde où vous habitiez autrefois disparaît. Les amis, les compagnons se dissolvent dans la nuit. Autrement dit, on est paumé, on est seul. On ne revient pas. Le seul espoir, au-delà de tout espoir, dit Bellet, le seul espoir, traverser. J'aurais envie de dire que tant que nous sommes sur la terre, nous pouvons le faire. Parce que si j'en crois l'Évangile, vous connaissez l'histoire du Lazare, le pauvre, et puis l'homme riche qui se retrouve là où il ne voulait pas aller, et qui dit, parce qu'il n'est pas si méchant que ça, l'homme riche, il dit, oui, mais écoute, j'ai mon frère, j'ai de la famille, j'ai les enfants, je vais aller leur dire. Et où on lui dit, ah non, c'est pas possible ça. Il y a une espèce de fossé infranchissable. Et on a le sentiment que Lazare ne pourrait pas faire non plus beaucoup de choses. Autrement dit, c'est seulement tant que nous sommes sur la terre que nous pouvons traverser. Et je dirais, tant que nous sommes sur la terre, tâchons de ne pas rester toujours du même côté. Ah, il ne faut surtout pas me demander, mais attendez, vous parlez de quoi là? Ah ben justement, laissez-vous entendre ça. Ne restons pas toujours du même côté. Ne restons pas toujours sur notre rive, dans notre vision. Essayons de retraverser. Essayons de jeter des ponts, encore un verbe, jeter des ponts, essayons véritablement d'interpréter. Je conclus avec un texte de Rilke, le poète qui va nous dire une chose, c'est presque pire que de la philo puisqu'on ne comprend pas tout de suite, mais c'est meilleur que la philo parce que ça dure plus longtemps, vous allez voir.
Rilke, dans un petit poème, je ne fais que citer 3 vers, ce sera l'autre citation, Rilke s'adresse à nous. Je vous mets en condition. Il dit, écoutez, mesdames et messieurs qui venez de la région, Enghien, Silly, vous qui venez d'ici, je sais que vous en avez vu d'autres, que vous avez déjà traversé. On ne va pas vous la faire. Vous savez ce que c'est la vie, et ça vous coûte cher. Et pourtant, vous avez la possibilité de dire avec moi les choses qui viennent. Et pour ne faire peur à personne, je prends directement la traduction française. Dans un monde de complexité, de rupture, de conflit, de machine, dit Rilke, moi j'ai appelé ça organisation. Dans ce monde-là, il y a pourtant 2 ou 3 illuminés, c'est-à-dire vous et j'espère un peu moi. Il y a encore quelques illuminés qu'on pourrait croire fous pour les hommes, mais qui sont peut-être sages pour d'autres, qui peuvent dire ceci. Ce sera ma conclusion. Pour nous, l'existence est encore enchantée. La vie, encore, est source, en 100 endroits, un jeu de force pure que nul ne touche s'il ne s'agenouille et s'il n'admire. Et je vous remercie de votre attention. Bien, je remercie beaucoup Michel, professeur Dupuis, pour cette intervention qui était une méditation au coin du feu pratiquement, même dans une église, une conversation philosophique et en même temps la conversation d'un chrétien qui s'adressait à nous en toute liberté de cœur et d'esprit pour nous aider à grandir dans la foi. Nous allons faire maintenant une petite pause d'une dizaine de minutes. Je vous invite de rester à vos places. On va vous distribuer des papiers et des bics ou des crayons. Et si vous avez une question à poser à Michel, eh bien faites-le par écrit. On va reprendre ensuite ces questions écrites et pendant encore une demi-heure, après la pause de 10 minutes, Michel pourra, s'il le souhaite, y répondre. Enfin, quand même, ça fait partie du contrat, je t'ai payé aussi pour ça. Voilà, il pourra donc y répondre. Voilà. 10 minutes de pause donc. C'est très riche et je ne pourrai pas rendre justice à chacun. Je vais essayer. Elles sont toutes tout à fait pertinentes. Alors, il faut bien commencer par quelque part. Et il y a ici un petit mot d'une personne qui est parmi les plus jeunes d'entre nous, qui a 72 ans. C'est chouette de le dire. Et qui dit, mais comment je pourrais me libérer de cette espèce de vieille culpabilité autoritaire qui a beaucoup marqué notre jeunesse. Je crois que c'est une question que nous devons tous nous poser, ça, même si on n'a pas encore 72 ans. Je pense que se libérer, c'est justement pas comme se raser, qui est une chose que je ne fais pas depuis un certain temps, c'est-à-dire que ça ne se fait pas tout seul. Et donc, se libérer, je pense que c'est se mettre à l'écoute de ce qui libère, du libérant ou du libérateur. Ce libérant ou ce libérateur peut faire tous les miracles. Et j'ai le sentiment que ce qui nous est demandé, ce n'est pas du tout d'imaginer qu'on va se libérer soi-même comme si on était ce que nous ne sommes pas, c'est-à-dire des surhommes ou des surfemmes, mais que notre part dans la libération, c'est de demander ce travail, de laisser faire ce travail. Et donc, je ne vois pas du tout pourquoi ça serait impossible à 72 ans. Je pense que ce qui fait justement la richesse d'une vie, tant qu'elle est vivante, c'est cette capacité de rajeunir à vue d'œil, et nous faisons tous l'expérience de gens qui étaient combien plus prisonniers à 40, 45 ou 50 ans, parce que c'est un peu la vie aussi, et qui d'une certaine manière vont se libérer seulement après.
Alors une remarque sur la rupture qui me plaît beaucoup, la rupture d'aujourd'hui, est-ce qu'elle ne signifie pas que nous sommes au début d'un monde? C'est une belle image. Je suis content que ça vienne de vous, parce qu'on pourrait dire, oui, mais ça c'est sentimental, c'est sucré, c'est affectif, c'est à côté des catastrophes que nous entendons, à côté de tous ces drames. Et pourtant, il y a tout de même une rupture que nous avons tous connue, qui nous a permis d'être ici ce soir. C'était la rupture d'une poche qui nous protégeait. Je dois faire un dessin? La rupture de la poche des os. Cette rupture-là, si ce n'est pas une libération de l'Égypte, pourtant on en avait besoin de cette poche, de cette protection. Et nous sommes appelés pourtant à aller dehors. Alors il y a une question sérieuse qui me vient, qui dit, mais si vous encouragez les auditeurs à sortir d'eux-mêmes, est-ce que vous faites grandir les ruptures? Je pense que c'est une question sérieuse. La question est de savoir pourquoi on sort, de quoi on sort. Si l'idée de sortir de soi-même, c'est de jouer le rôle de quelqu'un d'autre, c'est fichu, évidemment. J'ai envie de dire que sortir de soi-même, c'est ce que nous voyons sur les arbres ces jours-ci, vous avez remarqué? Les bourgeons, vous diriez qu'ils sortent d'eux-mêmes, mais ils deviennent eux-mêmes, véritablement. Et c'est probablement ce processus de libération, d'ouverture au monde, à autrui, à nous-mêmes, c'est de ça qu'il s'agit. Et donc il ne s'agit pas de penser qu'on devrait sortir de sa coquille comme un pauvre Bernard l'Ermite qui a laissé sa coquille d'occasion et qui est tout bête, qui va évidemment se faire attraper par le crabe. C'est pas ça. Au fond, sortir de nous-mêmes, c'est sortir de notre Égypte personnelle, c'est probablement la meilleure façon de devenir nous-mêmes. Parce que, et ça me frappe, à propos de vos questions sur la traversée qui vous a touché, j'en suis très heureux, c'est un thème qui me parle beaucoup et dont je parle beaucoup à mes étudiants. Cette idée de la traversée, c'est quand même, d'abord c'est une vieille idée qu'on trouve déjà chez les Égyptiens, à Babylone, chez les Sumériens, ça se trouve partout. Cette intuition qu'on est quelque part et qu'on va traverser. Depuis, on a mis les passages pour piétons, c'est une organisation, mais c'est quand même l'idée de l'autre côté. Ce qui me frappe dans l'idée de traverser, c'est l'idée de la prise de risque. Un auteur qui a montré ça formidablement, c'est Sophocle, qui n'était pas philosophe, il était dramaturge. Le lointain ancêtre de Racine et de Molière, les deux. Et Sophocle met en scène l'homme en disant l'homme c'est quand même un drôle de zik. D'ailleurs il appelle ça le to deinotaton, le plus deinos. Je ne sais déjà pas comment traduire. Le plus étonnant, on va dire ça. Pourquoi c'est le plus étonnant? Parce que l'homme, alors qu'il est si bien sur terre, il va en mer. Et il traverse la mer même quand il y a des tempêtes, pour aller voir de l'autre côté. Nous, vous allez me dire, Alice le fait à travers son miroir. C'est un thème qui revient tout le temps. Cette idée de traverser, d'aller de l'autre côté, de voir, effectivement. Ce qui me frappe, c'est que ça suppose un mouvement. Ça suppose une prise de risque. Et ce n'est pas pour rien, sans doute, puisque tu parlais des catéchumènes, de nouveau j'ai peur de dire une bêtise, mais ce n'est pas pour rien qu'à la veillée pascale, nous relirons la traversée de la mer Rouge. Je ne dis pas de bêtises. Ce n'est pas la Toussaint, hein. Bon, voilà. Non, quand même. Oui, mais voilà. Mais finalement, on se révèle qui on est. Hein. La traversée de la mer Rouge, est-ce que ce n'est pas un symbole extraordinaire de nos vies? Et pas simplement de ma vie au sens où j'ai passé mon doctorat, et puis j'ai eu des enfants, et puis j'ai été très malade, mais ça va mieux, et puis... Non, de nos vies quotidiennes. Est-ce que nous ne sommes pas en permanence occupés à traverser la mer Rouge? Et pour ça, il y a notre part, il faut avancer, et peut-être même avoir peur, aller au danger, mais surtout faire confiance, avancer et se retrouver de l'autre côté. Après coup, on peut s'imaginer que c'est nous qui avons traversé. Mais il faut reconnaître que celui qui a remonté la mer, c'est évidemment pas nous. Est-ce qu'on peut aider quelqu'un à traverser? Je suis sûr que vous le faites, évidemment. Alors, c'est normal qu'on se pose la question. Et ce n'est pas à nous qu'il est donné de faire des miracles. Nous, on peut aimer, ce qui est un miracle aussi. Mais je crois que c'est évident que c'est même nous qui allons aider les autres à traverser.
Parce que je ne pense pas que le Saint-Esprit intervienne directement, il va intervenir par nous. C'est nous qui faisons traverser nos proches, nos enfants, nos étudiants, nos parents. C'est nous les humains qui inventons les soins palliatifs. Est-ce que ce n'est pas l'art de faire traverser? Mais c'est nous qui inventons l'école. Est-ce que l'école, ce n'est pas l'art de faire traverser? D'aller de l'autre côté pour devenir vraiment soi-même. Donc je pense que vraiment, on peut aider à traverser et que si nous sommes un tout petit peu lucides sur notre propre vie, nous pouvons nommer l'un ou l'autre qui nous a aidés à traverser. Ça peut être un parent, ça peut être un ami, ça peut être un maître, comme on disait autrefois, pourquoi pas. Ça peut être un peintre, ça peut être un musicien, ça peut être un artiste, évidemment. Ça peut être quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui nous a dit un jour quelque chose. C'est extraordinaire, ces choses-là. Ne me dites pas que ça n'arrive qu'à moi, vous aussi. Et donc, je pense que nous sommes en co-traversée. Alors, l'un ou l'une d'entre vous dit « il faut mettre le mot ». Il n'y a pas de raison de tourner autour du pot. Et je suis assez d'accord. Je l'ai dit, je crois, une fois, pas beaucoup. C'est l'amour. Il se pourrait que parmi les définitions qu'on peut donner de l'amour, il y a cette capacité de traverser. Traverser pour autrui, traverser avec autrui, aider autrui à traverser. Le point commun, c'est qu'on quitte. Peut-être qu'il n'y a pas d'amour sans le fait de quitter, que pas simplement son père et sa mère, évidemment, que d'une certaine manière, il y a une rupture, c'est ce que nous avons bien ressenti entre nous. On quitte et on avance, on quitte et on retrouve, et vous connaissez cette formule qui est belle, qui dit on quitte Dieu pour Dieu, on quitte une certaine position pour une autre. Comment donner du sens à ma vie? Voulez-vous donner quelques exemples concrets? Bonne question. Je vais donner une chose que je n'ai pas osé vous lire parce que ça fait longtemps et puis le temps passe. J'ai noté dans une de mes pages « Interpréter, lire les signes ». Interpréter, lire les signes. J'ai l'impression que depuis que nous sommes les humains, on n'est pas les premiers, vous savez, depuis que nous sommes les humains, il y a quelque chose en nous qui dit « ouvre les yeux, écoute, regarde ». Et en même temps, on ne le fait pas tout à fait. Et donc, régulièrement, on nous dit « oh là là, tu as des yeux, tu ne vois pas. Tu as des oreilles, tu ne comprends rien. Tu as les trucs sous les yeux, tu ne les vois pas. » Et donc, on nous le dit ça. Et on nous dit « mais enfin, regarde la création, regarde les choses. Toi, tu vois des nuages, tu vois des trucs. » Est-ce que nous sommes capables de lire les signes? J'ai l'impression que ça, c'est vraiment le moteur de la santé, et notamment de la santé morale ou psychologique. Quand on a un gros badaboum sur la tête, je suppose que ça vous arrive aussi dans cette région Belgique, des gros badaboum sur la tête, des ennuis de tous les côtés, des ennuis qu'on peut même franchement appeler des emmerdes, vraiment les trucs moches. Il y a de quoi tomber par terre, on est abasourdi, on est assommé, et on se dit mais c'est pas possible. Et de temps en temps, on dit qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ou au Premier ministre pour que ça arrive. Ça, il ne faudra pas le dire à M. Atkins. Bon, donc on se dit, mais ce n'est pas possible. À ce moment-là, est-ce que nous avons le réflexe de survie qui est de dire, mais est-ce que tu peux lire ce qui t'arrive? Est-ce que tu n'es pas capable d'un peu décoder ce qui se passe? Est-ce que tu es bien sûr que tu n'as que des emmerdes, que ta vie, elle est foutue, qu'il n'y a rien qui marche et que tout le monde te déteste? Est-ce que nous sommes capables de lire les signes? Je pense que interpréter, ça a quelque chose à voir avec la traversée, aller véritablement de l'autre côté. Je pense que donner du sens à sa vie, c'est être capable de voir plus que ce qu'on voit. Quand vous pensez que le fameux Jean-Paul, dont je parlais tantôt, Jean-Paul Sartre, disait déjà, il ne buvait pas de l'eau bénite au petit déjeuner, vous le savez. Jean-Paul Sartre disait déjà, vous savez, un être humain, il n'est pas ce qu'il est. Il voulait dire, vous savez, vous le voyez là, avec son truc, il parle dans le micro, mais vous savez, il est encore d'autres choses que vous ne voyez pas. C'est pas mal de se rappeler ça. Moi, je vous vois, et je me rappelle que vous n'êtes pas que ce que je vois. Eh bien, si le philosophe athée, disait-il, est capable de dire, écoute, ouvre un peu les yeux tout de même, essaye de voir un petit peu la face cachée de la lune, est-ce que c'est pas ça aussi la bonne nouvelle?
Ça ne veut pas dire qu'on est toujours au 7e ciel, qu'on est comme ça des illuminés, parce que tout est beau, tout est gentil, c'est la paroisse des bisounours, mais non, évidemment. Mais nous, peut-être, nous avons cette capacité modeste dans les accidents, dans la complexité, dans les conflits, dans les ruptures, de lire quelque chose. Et quand je reçois une grosse poque, comme on dit dans mon village, quand je reçois un gros choc, oh, je ne vais pas être content en disant super, mais je serai peut-être capable de sentir que dans la coup de poing que je viens de recevoir, coup de poing mental, une scène de ménage, ça ne m'arrive jamais, Benoît. Enfin, imaginons, je suis encore capable d'entendre la rencontre. Et au fond, le gars qui m'engueule parce que j'ai roulé trop vite, mais d'une certaine manière, il me parle. Est-ce que je suis capable d'entendre ça? Parce que c'est vrai aussi, évidemment. Je ne vais pas développer des questions qui sont pourtant très importantes sur la bioéthique. Quelqu'un me dit, mais est-ce qu'il n'y a pas des recherches qui sont superflues, qui sont inutiles, J'ai envie de vous dire juste en un mot que moi, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que bien souvent, des choses qui deviennent très très utiles, elles ont commencé avec des choses où on disait, mais ça ne servira jamais à rien. Et donc, moi, je crois que notre devoir de chrétien, engagé dans le monde de la science, dans la politique scientifique, c'est de dire, attention, l'éthique, ce n'est pas la pédale de frein. Oui, c'est aussi la pédale de frein, parce que de temps en temps, on dit, hey, stop. Mais l'éthique, c'est aussi la pédale d'accélérateur. C'est de dire, écoutez, il faut développer des choses, il faut prendre des initiatives, il faut faire des hypothèses, il faut développer de nouveaux produits. Mais pas n'importe comment, ni pour n'importe quoi. Et puis alors, il y a des questions qui sont plus d'ordre politique. Et ce n'est pas parce que c'est la fin, mais je ne suis sans doute pas le plus à même de répondre à ça. Ce sera peut-être intéressant que vous posiez la question dans 2 semaines. Quelqu'un me dit notamment que la complexité de la société, au fond, c'est un fait qui serait voulu par les dirigeants. Je serais content qu'on en parle après. Je pense que ce n'est pas le cas. Je pense que ce n'est pas le cas et que nos dirigeants eux-mêmes font l'expérience de l'impuissance par rapport à cette organisation, par rapport à cette complexité. Et qu'un des drames de nos sociétés, c'est que ce qu'on appelle le politique a une marge de manœuvre de plus en plus réduite parce qu'on ne peut plus organiser tellement de choses. Pourquoi? Parce que les contraintes, notamment économiques et financières, sont très lourdes. Et donc, moi, personnellement, je ne pense pas du tout que la complexité soit voulue par les dirigeants d'une certaine manière. Est-ce qu'elle peut servir les intérêts négatifs? Ça, je pense que oui. Mais de nouveau, je préfère me remettre en scène. C'est clair que si je travaille dans un service, je vais dire de la poste, comme ça, ben, je pourrais dire du chemin de fer ou d'autres choses, l'université. C'est vrai que si je travaille dans un service où on est très nombreux, mais au fond que je sois un peu négligent, j'ai un petit peu de mal à me lever le matin. En plus, je ne suis pas très bien payé, il faut reconnaître, et je ne suis jamais reconnu par personne. Et quand quelqu'un m'adresse la parole, c'est pour m'enguirlander parce que ça ne marche pas au guichet. Mais au fond, j'ai tendance à dire complexité, on se met derrière et j'y suis pour rien. Je pense que cette complexité, elle est voulue par personne, mais qu'elle est extrêmement toxique parce qu'elle risque de faire de nous des êtres résignés, c'est-à-dire des êtres paresseux, qui se retranchent derrière le truc en disant « de toute façon, on ne peut rien y changer ». Ben, ce n'est que des hypothèses. Merci vraiment beaucoup pour ces questions. Et on peut en reparler, bien entendu. Voilà, ici prend fin une première partie de cette première conférence de Carême. Je voudrais, avant le verre de l'amitié, vous présenter 2 ouvrages. L'un auquel Michel tient beaucoup, ce n'est pas un livre de lui, c'est un livre du professeur Cassirs, Léon Cassirs, auquel Michel a succédé dans un certain nombre de tâches et de domaines. C'est un livre posthume qui s'appelle « Ni ange ni bête ». Ce n'est donc pas une autobiographie pour toi, d'accord. Avec en sous-titre « Essai sur l'éthique de l'homme ordinaire » et ce livre a été préfacé par toi. Il est en vente ici à côté dans un dépôt provisoire de la librairie que vous retrouverez la semaine prochaine et dans 15 jours pour vous permettre aussi chez vous de prolonger ces rencontres et ces conférences. Je voulais signaler aussi ce petit livre, alors qui est de toi? Vous avez ici la version... C'est une photo un peu ancienne.
C'est la version différente de l'auteur. Et c'est un livre très, très joli dans la collection Priez qu'un jour avec. Michel a beaucoup d'estime et d'amitié pour Edith Stein, qui fut, vous le savez, une grande philosophe allemande, juive, disciple de Husserl, etc., enfin, qui s'est convertie à la foi chrétienne, qui est devenue carmélite sous le nom de sœur Thérèse Bénédicte de la Croix, qui a été d'abord carmélite en Allemagne et puis en Hollande au moment des difficultés allemandes contre les Juifs, puis qui a fini tout de même en Allemagne par être raflée avec d'autres religieux et qui est morte à Auschwitz en 1943. Cette femme était non seulement une religieuse remarquable, mais aussi un penseur remarquable, une philosophe remarquable. Et elle a été béatifiée puis canonisée par le pape Jean-Paul II. Et Michel a écrit un petit Priez qu'un jour avec Edith Stein, sœur Thérèse Bénédicte de la Croix. Vous avez donc, ne confondez pas, hein, devant sur la couverture, c'est la photo d'Edith Stein et derrière, c'est la photo de Michel Dupuy. C'est de ne pas faire l'amalgame. Je vous remercie tous pour votre présence. Maintenant est venu le temps d'un moment de convivialité où vous pourrez notamment converser avec l'orateur de ce soir. Dans ce qu'on appelle la chapelle des rhétoriciens, un petit verre d'amitié est servi, va l'être. Et puis, la librairie est donc dans la chapelle Notre-Dame de Messine. Je voudrais encore dire une chose, qui est la tâche du curé. Ces conférences sont gratuites, et pourtant elles coûtent un peu d'argent pour l'organisation. Donc la participation, comme on avait dit sur l'affiche, la participation aux frais est libre. Vous trouverez des urnes aux diverses entrées ou sorties de cette église, et si vous voulez bien, vous y mettrez votre bol, ça nous permettra de rentrer dans nos frais, comme on dit. Je vous remercie tous d'être venus. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, donc le mardi 22 mars à 20h, ici même, nous recevrons Lita Basset, une femme théologienne protestante, et qui nous parlera du même thème, mais avec son expérience et sa spécialité de théologienne et de bibliste. Merci et bon carême.